Magnus le Rouge, le plus grand psyker après l'empereur. Fils destiné à s'asseoir sur le trône d'or de son père, mais dont la soif de connaissance l'amènera à emprunter un autre chemin, à arpenter les voies tracées par Tzeentch, le dieu du changement. Magnus est l'un des 20 primarques. Comme tous les autres fils génétiques de l'empereur de l'humanité, il fut enlevé par les dieux du chaos lors de la grande dispersion. Sa capsule atterrit sur le monde de Prospero, un monde constitué de hautes montagnes, d'océans, de forêts luxuriantes et de déserts arides. Ses habitants étaient des humains qui avaient un énorme potentiel psychique, et un pourcentage important de la population était des psykers. Mais les humains n'étaient pas les seuls habitants de ce monde. Des créatures appelées Psychnoin peuplaient aussi Prospero. Ces créatures vivaient à la fois dans le warp et dans la réalité, et avaient été attirées sur Prospero par cette forte concentration d'individus ayant des capacités psychiques. Ces créatures ressemblaient à des insectes, et lorsque la femelle était fertile, elle projetait psychiquement ses œufs dans le cerveau d'un hôte humain. Les œufs projetés étaient minuscules, mais dès le lendemain, les larves avaient grandi et commencé à se nourrir du cerveau de leur hôte. Pour l'hôte, la première étape était une simple migraine. Mais quelques heures après la projection des œufs, cette simple migraine se transformait en une douleur telle que l'hôte souffrait atrocement. Au bout de quelques heures, la victime perdait totalement l'esprit, et au terme d'une journée, elle était morte, sa tête remplie de vers. Les larves s'échappaient ensuite de l'hôte pour trouver un endroit où former leurs chrysalides, d'où elles émergeaient sous leur forme adulte un jour plus tard. C'est ainsi que les Psychnoin ravagèrent la planète et obligèrent les survivants à se réfugier dans la dernière cité de Prospero, Tizca. Parmi les survivants humains se trouvaient des psykers. Bien que leur connaissance de leur pouvoir psychique était limitée à cette époque, ils furent capables d'ériger une barrière psychique autour de Tizca. Cette barrière était capable de tenir les créatures à l'écart. La ville était ainsi protégée. C'est dans ce contexte que la capsule de Magnus arriva sur Prospero. Son arrivée sur ce monde se fit ressentir dans les rêves de chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur la planète. Leurs rêves furent submergés par un éclat de lumière, et ils ressentirent de l'émerveillement mêlé à de la terreur. Ces rêves prophétisaient-ils l'avenir des Prospérins ? Cet enfant fut recueilli et baptisé Magnus par les habitants de Tizca. Le peuple de Tizca se doutait que cet enfant allait amener de grands changements sur Prospero. Et en grandissant, Magnus manifesta en effet d'immenses pouvoirs psychiques. Il fut donc envoyé dans une communauté regroupant des psykers afin de grandir en suivant leurs règles et leurs coutumes. Très vite, Magnus se mit à dépasser ses précepteurs dans tous les domaines psychiques et dans le domaine de l'érudition. C'était un prospérin du nom d'Amon qui dirigeait les tuteurs de Magnus. Et au lieu de voir d'un mauvais œil le fait que son élève était sur le point de le surpasser dans tous les domaines, celui-ci accueillit le potentiel du futur primarque à bras ouverts. Amon lui enseigna alors la sagesse, pour que Magnus fasse preuve de prudence et d'humilité alors que ses pouvoirs ne cessaient de croître. Puis, Magnus n'eut plus aucun enseignement à tirer d'Amon. Il avait dépassé tous ses maîtres dans tous les domaines. Au bout de quelques années, Magnus se fit une place dans le gouvernement de Tizca, où il grimpa rapidement tous les échelons. À la tête de la cité, il fit en sorte que tous les prospérins s'épanouissent dans la recherche de la connaissance et dans l'utilisation des pouvoirs psychiques. Il transforma architecturalement la ville et fit édifier des tours et des pyramides plus hautes les unes que les autres. Avec Magnus à sa tête, la base de la société prospérine reposait sur la connaissance.
le primarque structura la société de Tisca en créant les 5 cultes, que l'on retrouvera plus tard chez les Thousand Sons. Ces cultes sont nés suite à l'observation d'une statue représentant un oiseau. Cette statue est tombée d'une falaise la première fois que Magnus a jeté un regard sur celle-ci. Au pied de la falaise, Magnus la retrouva en morceaux. Mais ces morceaux de statue avaient quelque chose de particulier, remarqua Magnus. 3 de ces morceaux formaient un triangle équilatéral. 4 d'entre eux étaient blancs et formaient un carré parfait. 2 blanches et 2 grises formaient un losange. D'autres formaient un pentagone. Et d'autres encore un hexagone. Les morceaux de la statue formaient d'autres motifs, et Magnus décida de les consigner dans un grimoire. Il fut rejoint par Amon, qui fut lui aussi très intrigué par ces éclats. Une fois de retour à Tisca, ils parlèrent de leur découverte et d'autres savants se rendirent sur les lieux de la chute de la statue. Magnus et Amon les accompagnèrent. Mais cet enthousiasme pour la statue entraîna un relâchement des barrières psychiques et de la discipline des érudits, ce qui attira les Psychnoin. Nombreux furent ceux à mourir sous les assauts des créatures, et seuls 10 d'entre eux survécurent. Magnus, son maître Amon et 8 autres savants. À l'attaque suivante, Magnus sentit une nouvelle force en lui et l'utilisa pour combattre les créatures. Ce pouvoir lui permettait de projeter des flammes par la simple pensée, ce qui lui permit de combattre plus facilement les insectoïdes. Les érudits, qui avaient eux aussi observé les motifs dessinés par les éclats de la sculpture, ressentirent une force similaire à celle que Magnus avait ressentie. Ceux qui avaient observé les éclats rouges obtinrent la capacité à projeter des flammes. Ceux qui avaient observé les pierres blanches furent capables de télékinésie. D'autres furent capables d'exercer un contrôle sur les corps de leurs adversaires et les firent bouillir. Et les 2 derniers furent capables de lire dans les pensées des créatures et de les manipuler. Quant à Amon, le maître de Magnus, il avait obtenu la capacité de voir l'avenir et s'en servit dans ce combat pour avertir ses alliés des attaques à venir de leurs adversaires. De ces 5 capacités qui apparurent ce jour-là, naquirent les 5 cultes. Ceux ayant participé à cette bataille devinrent chacun les magistères templis de leurs cultes respectifs. Les 5 cultes de Prospero, que l'on retrouvera plus tard chez les Thousand Sons, étaient les suivants. Les Pavoni, qui contrôlaient les vivants. Les Raptora, qui possédaient des pouvoirs de télékinésie. Les Corvidae, qui étaient capables de prédire l'avenir. Les Athanéens, qui étaient capables de manipuler les esprits et de lire dans les pensées. Et finalement, les Pirae, capables de contrôler et de créer le feu pour se battre. Quant à Magnus, il devint le Magus, celui qui dirigeait les 5 cultes. Magnus décréta plus tard qu'un seul être lui était supérieur, l'Ipsissimus. C'était selon lui un être sans limite. Cet être parfait s'avérera plus tard être l'empereur. Contrairement à ses autres frères primarques, Magnus avait déjà rencontré l'empereur avant que ce dernier ne le retrouve sur Prospero durant la Grande Croisade. En effet, le père et le fils s'étaient déjà rencontrés lors de vols psychiques dans l'Immaterium. Ils avaient appris à se connaître et à s'apprécier au fil de leurs nombreuses discussions. L'empereur a même aidé Magnus à développer ses pouvoirs psychiques durant ces rencontres. Alors, lorsque l'empereur arriva sur Prospero, les 2 êtres semblaient se retrouver après s'être quittés quelques semaines plus tôt. L'empereur avait eu le temps d'expliquer son projet et ses ambitions pour l'humanité à son fils durant leurs nombreuses rencontres psychiques, projet auquel Magnus adhéra, et ainsi, lorsque l'empereur atterrit, il l'emmena sur la place de Tisca où il lui jura fidélité. En récompense de ce vœu de fidélité,
l'empereur confia à Magnus le commandement de la 15e légion Astartes, celle que l'on appelait les Thousand Sons. Les Thousand Sons furent peu nombreux à se présenter devant leur primarque retrouvé. En effet, les rangs de la Légion avaient été ravagés par le bouleversement charnel durant les décennies précédentes. Ce mal semblait atteindre les Thousand Sons car ils possédaient des capacités psychiques exceptionnelles héritées de leur père génétique. Un lien se créa immédiatement entre le primarque et ses fils à leur rencontre, et Magnus se mit en quête de trouver un remède au mal dont souffraient ses fils. Et il le trouva, bien qu'aucun de ses fils ne sût comment. Mais le résultat était là. Les fils de Magnus ne succombaient plus au bouleversement charnel. Les Astartes comme Azek Ahriman n'avaient plus besoin de focaliser toute leur force et leur énergie sur leur corps, qui était sur le point de succomber au mal. Ahriman racontera lui-même que son corps était torturé, jusqu'à ce qu'il entende la voix de Magnus. Cette voix fut une libération pour tous les Thousand Sons. Le mal qui les rongeait depuis des décennies avait disparu. Comment Magnus avait-il réussi à sauver ses fils ? Seul le primarque possède la réponse à cette question. Magnus était-il assez puissant pour vaincre ce mal ? Ou alors avait-il reçu une aide de l'extérieur ? Une voix dans l'immatérium lui aurait-elle fourni un remède ? Et quel en aurait été le prix ? Son œil ? Sa soumission future ? Magnus, le primarque de la 15e légion Astartes, père des Thousand Sons, aurait-il damné son âme pour sauver ses fils ? En tout cas, une chose est sûre, cette guérison n'était que temporaire. Et Magnus ne le savait pas. Mais ça, c'est une autre histoire.